Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Lynxea sur la défiscalisation. Donc, payer moins d'impôts en 2024, mode d'emploi. Et je suis très contente ce soir d'accueillir Yves Conan, directeur général de Lynxea. Bonsoir à tous, merci. Carole Dambrun, directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Lynxea. Bonsoir à tous. Pierre Garin, directeur du pôle immobilier chez Lynxea. Bonsoir à tous. Alors, on teste une nouvelle plateforme pour nos webinaires. Cette fois-ci, on est sur YouTube. Donc, j'invite tout le monde, si vous voulez poser des questions et chatter avec nous, à vous connecter via votre compte Google. Voilà, je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet avec Carole qui va nous parler de différents impôts. Alors, quand on parle de l'impôt, on parle de quoi exactement? Donc, en fait, il y a plusieurs catégories d'impôts dans notre pays. Il y a l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les gains, qui sont donc les cessions de valeurs mobilières ou les plus-values immobilières, l'impôt sur le patrimoine immobilier maintenant, puisqu'on se cantonne maintenant à cet immobilier, donc qui est l'IFI, qui a remplacé l'ISF, et l'impôt donc sur les successions qu'on appelle l'impôt de transmission. Alors, bien évidemment, ce soir, on n'aura pas le temps d'aborder tous ces sujets-là, même si effectivement nous avons chez Lynxea des solutions pour optimiser tous les types d'impôts, mais d'autres webinaires en fait sont prévus pour optimiser donc les autres catégories d'impôts. Donc ce soir, on se cantonne à l'impôt sur le revenu et à l'optimisation de cet impôt sur le revenu. Alors, quand on parle d'impôt sur le revenu, on parle de quoi? Eh bien, c'est tous vos revenus d'activité, donc vos salaires, pensions alimentaires ou retraites pour les retraités. Pour les indépendants, ce sera évidemment les BIC, les BNC et bien entendu les revenus du patrimoine, notamment les revenus fonciers. Donc, on prend tous ces revenus, on fait les plus et les moins, c'est un peu comme à l'école, on va faire une belle opération. Et les moins, il y a les déductions, donc là, on va réduire l'assiette de l'impôt, c'est ce qu'on appelle la défiscalisation par le haut ou la défiscalisation par le bas avec les réductions d'impôt. Une fois qu'on a fait cette opération-là, on obtient donc un revenu imposable qu'on va diviser par le nombre de parts fiscales, donc c'est le nombre de personnes en fait qui se trouvent au foyer, et on va imposer sur ce revenu. Alors, de deux manières aujourd'hui, soit sur option au barème progressif. Donc là, on vous a remis les tranches en fait du barème progressif de 2023, sachant qu'en 2024, ces tranches vont évoluer puisqu'elles seront revalorisées en fait à hauteur de 4,8% pour en fait impacter là aussi l'inflation. Et puis on a maintenant en fait le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, qui est de 12,8% plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc ça, c'est ce qui explique que les revenus de capitaux mobiliers apparaissent en gris clair, puisque la majorité des gens choisissent ce prélèvement forfaitaire unique à 30% assez régulièrement dès qu'on a une tranche d'impôt qui est relativement élevée. Alors, en général, effectivement, on va au plus simple, on va à ce fameux 30%. Maintenant, je vous invite quand même à étudier le calcul et à regarder s'il ne serait pas intéressant d'imposer aussi vos revenus de capitaux mobiliers, donc les dividendes notamment, au barème progressif parce que vous pouvez bénéficier de la CSG déductible l'année suivante. Donc, il faut toujours quand même faire le calcul, même si effectivement le PFU apparaît une bonne option, surtout quand on est fiscalisé, enfin imposé dans les plus hautes tranches du barème. D'accord, donc pour tous les chefs d'entreprise clients chez Lynxea qui ont une stratégie de versement de dividendes, pas hésiter à nous contacter pour en savoir un petit peu plus. Exactement, parce qu'il faut quand même regarder et faire ce calcul-là. Alors, pour illustrer ce propos, on a pris un petit exemple. Donc, on a pris, pour faire simple, un couple marié, donc sans enfants. Donc, ils sont deux personnes au foyer fiscal, donc deux parts fiscales. Ils ont un revenu de 60 000 euros qu'on va diviser par 2, ce qui donne 30 000 euros. Et enfin, on va regarder comment ils sont fiscalisés. Donc, on prend notre barème progressif et vous voyez qu'on est imposé pour ce cas-là à 30%. Alors, comme son nom l'indique, j'allais dire, c'est dans le titre, il est progressif. Donc, tous les revenus ne vont pas être imposés à 100% à 30%, mais c'est simplement les derniers revenus qui vont être imposables dans cette tranche. Donc, le taux marginal est bien de 30%, même si le taux moyen est beaucoup plus attractif puisqu'il sera de 8,64%. En revanche, 1 euro gagné supplémentaire sera imposé donc à 30%. Donc, ce taux moyen, c'est globalement celui qu'on retrouve si on a ajusté ce montant sur sa fiche de paye. C'est globalement ce qu'on essaye de faire prélever à peu près tous les mois pour
ne pas avoir de différentiel en fin d'année. Hein. Exactement, c'est la pression fiscale, exactement. Et puis, depuis cette année, on a l'administration fiscale qui évolue également. C'était quelque chose qui était demandé depuis très longtemps. Et on a l'apparition, donc, sur son avis d'imposition, de cette fameuse tranche marginale d'imposition, donc le taux marginal d'imposition, taux auquel vous êtes effectivement imposé, donc les fameux 30%. Voilà. Merci, merci Carole. Donc là, sur cette slide, là, on vous a mis toutes les solutions possibles pour réduire votre IR, votre impôt sur les revenus. Donc, lorsque vous voyez la petite tête orange de Lynx, ça veut dire que c'est des solutions qu'on va proposer chez Lynxea. Donc, on a des solutions financières, on a des solutions immobilières dont on va parler ce soir avec Pierre, et il existe aussi des solutions patrimoniales, donc juridiques et fiscales. Si jamais vous êtes concerné par ces problématiques, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler directement sur notre site internet. Mais dans ce webinaire-là, on va parler d'abord des solutions financières. Alors, tout de suite, des questions qu'on a reçues en préparant le webinaire, c'était que pensez-vous des solutions comme Girardin ou l'Odéum, Yves? Alors, vous avez pu voir sur la page précédente que la solution de Girardin n'était pas proposée par Lynxea pour deux raisons. La première, c'est que les produits de Girardin du Ciel sont des produits assez complexes dans lesquels le moindre grain de sable peut avoir un impact important. C'est-à-dire que vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt. Voilà, vous allez investir globalement dans les dom-tom et si les sociétés dans lesquelles vous investissez ne remplissent pas leur cahier des charges, l'administration fiscale est susceptible de revenir vous voir, de vous récupérer l'économie d'impôt, de payer l'impôt et puis parfois de payer une pénalité. Donc, c'est des produits qui peuvent être très attractifs parce qu'on a cette réduction d'impôt tout de suite, un décaissement de trésorerie qui est faible. Maintenant, il est très difficile d'en trouver sur le marché et voilà, les opérateurs que nous, on a pu identifier correspondaient pas complètement à notre cahier des charges. Donc, on a décidé de ne pas proposer cette solution cette année à nos clients. D'accord, c'est clair. Alors, si on rentre maintenant dans les solutions financières qui sont proposées. Alors, on va faire un focus sur deux produits. Le produit star, le produit qui prend une ampleur très, très importante sur le marché français et qui a trouvé vraiment sa cible auprès de tous les épargnants, c'est ce fameux PER, plan épargne retraite. De manière très synthétique pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont déjà clients Lynxea, puisque globalement seulement, allez, on va dire un client sur 10 aujourd'hui chez Lynxea bénéficie à la fois d'un contrat d'assurance vie et d'un plan épargne retraite. C'est un produit qui fonctionne dans son quotidien exactement comme l'assurance vie. Vous pouvez gérer cette épargne de la même manière avec du fonds en euros, des SCPI, des actions, des fonds communs de placement, des trackers. Vous êtes extrêmement libre dans la gestion financière de cette épargne. Voilà. La deuxième chose qui est extrêmement différente en revanche de l'assurance vie, c'est que chaque versement effectué sur le PER, si vous décidez de le faire, va venir baisser votre base imposable. Cette base qu'on a évoquée tout à l'heure, eh bien, elle va pouvoir baisser et automatiquement baisser votre impôt. Et voilà, potentiellement le baisser jusque dans des tranches de 45% pour les gens avec les revenus les plus élevés. La contrepartie de cette baisse d'impôt, c'est que les fonds ne sont pas disponibles avant la retraite. L'État a souhaité vous inciter à verser par cette réduction d'impôt qui est très facile à obtenir. La contrepartie, c'est que vous ne débloquerez ces capitaux au moment du départ en retraite. Et nouveauté, c'est ce qui explique le succès de ce produit, c'est que vous pouvez maintenant débloquer ces capitaux sous forme de capital et non pas uniquement sous forme de rente. Donc, c'est extrêmement défiscalisant. Un peu contraignant, mais ça vous évite aussi, contrairement à l'assurance vie, de pouvoir toucher à ces sommes. Ça les sanctuarise et c'est ce qui en fait chez nous un produit qu'on trouve extrêmement adapté à la fois à la baisse d'impôts et à la préparation de retraite. D'accord. Et j'en profite donc pour mentionner notre offre actuelle de 150 € offert, même si vous êtes client Lynxea, mais si vous n'avez pas déjà de contrat retraite. Donc, l'économie d'impôt, est-ce que tu peux peut-être plus nous en parler? Voilà, de la même manière, on a pris un exemple assez simple. Mathieu, qui est ingénieur, qui a une tranche marginale d'imposition à 30%, 80 000 € de revenus, il dispose de 10 000 € d'épargne. Voilà, il décide de les investir sur un plan épargne retraite. Globalement, sa base imposable va passer de 80 000 à 70 000. Il est dans une tranche à 30%. Globalement, il va avoir 3 000 € d'économie d'impôt dès l'année suivante. Donc, globalement, c'est une augmentation de son pouvoir d'achat de 3 000 €.
qui est tout de suite accessible. Voilà, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, j'ai déjà des questions qui disent, mais on paye l'impôt à la sortie. Donc, est-ce que c'est vraiment une solution de défiscalisation intéressante? Alors, l'objectif de l'épargne retraite, c'est de se constituer un capital qui se valorise généralement sur des durées longues. Ce qu'on peut voir à l'écran, c'est qu'au fond, vous avez investi 10 000 euros, mais que vous avez bénéficié de 3 000 euros d'économie d'impôt, c'est-à-dire que vous n'avez réellement mobilisé que 7 000 euros d'épargne. En revanche, ce capital de 10 000 euros, lui, va travailler jusqu'à la liquidation de la retraite, alors que vous n'en avez mobilisé que 7 000. Vous avez donc un effet de levier puisque votre argent travaille sur 10 et vous n'avez mobilisé que 7. Certes, à la sortie, quand vous allez récupérer une partie ou tout ou partie de ce capital, vous allez avoir de la fiscalité sur le capital investi qui sera, lui, taxé à l'impôt sur le revenu. Mais très généralement, alors c'est extrêmement vrai pour les professions libérales, mais c'est généralement très vrai aussi pour les salariés du secteur privé, la tranche marginale d'imposition à la retraite parfois baisse d'une ou deux tranches, c'est-à-dire que vous pouvez passer de 41 à 11 ou de 30 à 11, donc vous serez moins fiscalisé à la sortie que ce que vous aurez eu tout de suite. Et dans l'intervalle, votre argent travaille avec un capital mobilisé qui est plus faible que celui qui est investi. Et puis, n'oublions pas, en fait, que ce capital à la sortie peut être fractionné, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on peut fractionner ce capital et donc ça permet aussi de piloter son imposition parce qu'on pourra débloquer un certain montant de revenus justement pour éviter de changer de tranche marginale et ne pas tout débloquer en une seule fois, contrairement aux anciens produits, en fait, j'allais dire retraite, qui étaient débloqués souvent, en fait, en une seule fois. Là, on pourra piloter plus ou moins sa fiscalité également. Et des derniers éléments attractifs, on parlait de stratégie de transmission qu'on n'évoque pas, mais les capitaux placés sur le plan épargne retraite bénéficient d'avantages fiscaux en cas de décès avant 70 ans qui sont extrêmement importants puisque c'est globalement les mêmes que sur l'assurance vie. Donc, c'est vraiment un instrument extrêmement complet pour baisser ses impôts, préparer sa retraite et se prémunir en cas de décès. D'accord. Donc, les possibilités de sortie du PER, on a aussi quelques questions là-dessus. On l'a dit, au moment du départ en retraite, capital ou rente, ou les deux. Voilà, c'est vraiment extrêmement flexible. Et avant l'âge de départ en retraite, il y a un cas qui a fait mouche aussi dans la tête des épargnants, c'est l'achat de la résidence principale. Voilà, c'est-à-dire que certes, on sera fiscalisé, mais en tout cas, on peut, pendant toute la période qui précède l'acquisition de cette résidence principale, baisser son impôt, faire travailler son argent avec un capital mobilisé, je le répète, qui est plus faible que celui qui est investi. Voilà. Et une immobilisation à si long terme n'est-elle pas risquée au vu de l'inflation de ces dernières années? On a des gens là qui nous écoutent et qui se disent ça me fait un petit peu peur d'être immobilisé si longtemps. Alors la question c'est où est-ce que je vais investir? C'est-à-dire qu'au fond, la question, vous pouvez vous la poser quel que soit le produit qui soit défiscalisant ou pas, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai des chances de battre l'inflation? Je le disais, le plan épargne retraite permet d'investir sur des supports d'investissement qui sont extrêmement variés, qui vont du moins risqué, qui est le fonds en euros, qui voit ses taux de rendement progresser 12-7%, mais qui devrait dépasser à peu près 3% cette année. Et puis derrière, il y a pléthore de solutions d'investissement où pour des profils assez modérés, on peut viser des rendements de 4 à 5%, voilà, qui vont tangenter l'inflation. D'accord. Donc non, c'est pas grave de mobiliser cet argent. La question, c'est de se poser les bonnes questions pour l'investir à un taux de rendement qui soit conforme à ses attentes. Très bien. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le PER, vous pouvez regarder notre replay qu'on a fait il y a quelques jours et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et aussi, on a travaillé cette année sur un simulateur qui permet de comprendre vraiment et de personnaliser l'économie d'impôt que le PER peut nous apporter. Il est sur notre page PER sur le site Lynxea. Ouais, il est assez ludique. N'hésitez pas à y aller. Ça vous permet de jouer un petit peu et de vous sensibiliser aux économies quand même très importantes que vous pouvez faire sur la partie fiscale. Alors, quelques autres questions qui avaient été posées. Donc, c'est pour les jeunes, par exemple. J'ai 26 ans et je viens de commencer à travailler. Est-ce que c'est trop tôt pour ouvrir un PER? La réponse est non. Si vous payez de l'impôt et que vous trouvez que vous en payez trop, le PER est évidemment une bonne solution. Il est certain qu'à 26 ans, les projets de vie d'acquisition de résidence principale, de création d'entreprise peuvent vous dire je vais quand même en garder une partie qui est très liquide. Et là, évidemment, le premier niveau qui va être le livret A ou le compte livret peut être une première étape. L'assurance vie qui reste extrêmement liquide en est une autre.
et vous pouvez en tout cas planifier ce que je parlais de contingentement de l'épargne, de vraiment le ségréguer en ouvrant un PER et en baissant vos impôts. Donc non, à 26 ans, il n'est pas trop tôt pour ouvrir un plan épargne retraite. Et alors, des questions sur les conjoints. Quand on est marié, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir 2 PER et est-ce qu'un conjoint peut profiter du plafond PER de l'autre? Alors, bien évidemment, chacun peut avoir son PER, hein, ça peut être tout à fait individuel. En ce qui concerne les plafonds fiscaux, effectivement, si on a un conjoint qui a moins travaillé, donc qui bénéficie d'un plafond PER plus faible que l'autre conjoint, on peut tout à fait mutualiser. Ça aussi, c'est une grande nouveauté par rapport aux anciens dispositifs retraite, hein. Donc, on peut tout à fait mutualiser entre conjoints ces plafonds PER et verser sur un seul PER, par exemple, au nom de madame qui profite du plafond PER de monsieur et de madame, donc on peut les additionner. En revanche, attention tout de même, en fonction du régime matrimonial, notamment pour les couples qui sont mariés sous la séparation de biens, il faut que chacun dispose de sa propre épargne pour l'alimenter. Donc d'un point de vue fiscal, oui, d'un point de vue civil, attention. Et puis, en ce qui concerne la dernière question sur l'aspect TNS, donc si je comprends bien, c'est quelqu'un qui exerce en libéral, donc qui est travailleur non salarié. Là, on a 2 plafonds, en fait, pour ces TNS, un plafond catégoriel et un plafond, donc, sur le plan personnel auquel tout le monde a droit. Et on peut jouer, en fait, sur les 2 plafonds. Simplement, en fait, c'est un peu plus compliqué quand on a un plafond catégoriel et un plafond personnel. Donc, il faut regarder de manière très personnalisée quel est le meilleur plafond, en fait, et notamment si déjà ce professionnel libéral a bénéficié des 3 années d'antériorité et s'il a déjà utilisé tous ces plafonds. Donc, pour résumer, c'est un petit peu plus complexe pour les TNS. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à appeler notre équipe qui pourra vous éclairer pour essayer de vous y retrouver dans cette jungle des plafonds qui, pour les TNS, n'est pas toujours simple à appréhender. Je vais prendre une dernière question PER et ensuite on va passer à nos autres solutions parce qu'on en a beaucoup encore à voir. C'est le PER pour les mineurs. Alors, comme il y a des changements légaux, les gens disent faut-il ouvrir un PER à un enfant mineur, notamment en vue de l'achat de la résidence principale de l'enfant? Alors, j'allais dire avant oui, maintenant non, puisque effectivement, en fait, le gouvernement a décidé de supprimer en fait le PER pour les mineurs et maintenant de mettre en fait un âge minimum comme on avait avant 2019, avant cette fameuse loi Pacte, hein, qui a été la loi originelle du PER, c'est-à-dire que maintenant il faudra être majeur pour ouvrir un PER. Donc, je pense que pour les gens qui ont des enfants majeurs à 18 ans, on a encore le temps d'alimenter en fait ce PER avant que les enfants achètent une résidence principale. Donc, j'allais dire, ouvrir un PER pour des enfants majeurs, ça me paraît tout à fait indiqué. Maintenant, pour les mineurs, il vous reste 1 mois. Donc là, ça me paraît quand même beaucoup moins indiqué, surtout que leur plafond, en fait, est à peu près 4 000 €. Hein. Donc, en fait, ça ne vaut pas le coup pour les mineurs aujourd'hui d'ouvrir un PER. Et il est d'ailleurs assez probable que beaucoup d'assureurs, en tout cas c'est le cas d'une partie d'entre eux chez nous, bloquent d'ores et déjà la souscription de ce type de produit puisqu'on ne pourra pas les alimenter par la suite. Très bien. Alors, continuons avec d'autres solutions. La Sofica. Alors, on a fait un petit focus sur un produit tactique, voilà, qui a été pas mal plébiscité par de nombreux clients Lynxea. La Sofica, c'est un produit qui permet de baisser son impôt, là aussi, voilà, avec une réduction d'impôt qui va jusqu'à 48% du montant investi sous le respect de la limite des plafonds. Le principe de ce produit, c'est que globalement, je ne vais pas dire que c'est un produit coup de cœur, mais c'est un produit qui a pour objectif de donner une réduction d'impôt qui est importante, 48%. C'est ce qu'il y a de plus élevé aujourd'hui sur le marché, dans l'objectif de financer la création audiovisuelle française. Voilà, c'est-à-dire que vous allez investir globalement dans des films, dans des séries. Voilà, vous avez une durée de conservation des parts qui est de 5 à 10 ans, plus proche de 5 ans, puisque généralement c'est liquidé au bout de 5 ans. Vous n'avez pas de garantie de capital. Ce sont des enveloppes qui sont limitées. Et le principe d'investissement, c'est que vous confiez 100 €. Sur ces 100 €, vous allez bénéficier de 48% de réduction d'impôt. Et les 100 € que vous allez investir, dans le cadre de la Sofica, entourage Sofica numéro 3, va être investi sur le petit camembert que vous voyez, à hauteur de 35% dans un produit garanti en capital
sous réserve que Media One, qui est globalement l'une des plus grosses entreprises de production françaises et européennes, ne fasse pas faillite dans les 5 ans, ce qui veut dire qu'entre la réduction d'impôt et ces 35%, vous avez une forme de sécurité sur le capital qui est de l'ordre de quasiment 85%. Le reste sera investi dans des films, des séries, et globalement, vous aurez des royalties sur les ventes qui seront effectuées, les abonnements sur les plateformes. Voilà, l'objectif de ce type de produit est d'aller chercher un rendement de 3 à 5% par an. Ce qui nous a plu, c'était le niveau de sécurité relativement important sur ce type de produit par rapport à ce qui était fait précédemment. Et si vous avez des questions complémentaires, parce que c'est plutôt un produit tactique et d'amateur, n'hésitez pas à contacter nos équipes sur le sujet. Très bien, merci, merci Yves. On va passer aux solutions immobilières avec Pierre. Oui, donc je vais vous présenter donc 4 solutions. Donc il y a 3 solutions sur des SCPI fiscales et une solution sur des groupements forestiers et viticoles. Donc on va commencer par la solution, le dispositif le plus connu sans doute, qui est le dispositif Pinel de Normandie. Donc en fait, sur les SCPI fiscales, on va reprendre des dispositifs qui existent déjà sur l'immobilier physique. Donc sur le Pinel de Normandie, en fait, on est sur le principe, c'est la construction de logements neufs ou de la rénovation. Donc on est sur des durées d'investissement qui varient entre 12 et 15 ans selon la SCPI. En objectif de rendement, fourchette basse, on va être à 2%, fourchette haute autour de 4%. Et le taux de réduction d'impôt, là aussi, va varier en fonction de la durée, puisque aujourd'hui, on propose 2 SCPI sur le dispositif Pinel de Normandie, une sur une durée de 9 ans avec une réduction d'impôt de 15% et une autre sur une durée de 12 ans avec une réduction d'impôt de 21%. La particularité de cette réduction d'impôt, c'est qu'elle va être lissée sur toute la durée d'investissement, c'est-à-dire que sur 9 ans, on est à 15%, donc 1,66% par an. C'est la même sur toute la durée. Et sur 12 ans, on va être sur 2% par an sur les 9 premières années et 1% par an sur les 3 dernières années. Donc on est bien d'accord, hein, Pierre, que le véhicule SCPI, ça permet d'avoir un produit clé en main qui rend généralement cette réduction d'impôt plus accessible que sur l'acquisition d'un de Normandie en direct, sur lesquels les montants peuvent être parfois assez élevés. Hein. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, trouver un bien éligible au dispositif Pinel, c'est minimum 200 000 euros. Là, aujourd'hui, sur la SCPI fiscale, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir piloter le montant en fonction de son besoin, puisqu'on connaît déjà à l'avance le montant de la réduction d'impôt. Donc, on va vraiment pouvoir faire du sur-mesure pour pouvoir justement réduire son impôt. Donc là, le dispositif, il est simple. Sur une SCPI fiscale, en fait, il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où on va sélectionner les actifs et où on va effectuer les travaux et mettre les locataires à l'intérieur. La deuxième étape, donc là, j'ai pris l'exemple de la SCPI sur 12 ans de location. Donc, on va être sur une location pendant 12 années. Et à l'issue de cette durée, en fait, la SCPI va être dissoute. Donc, en fait, ce n'est pas comme une SCPI de rendement. Cette SCPI, elle n'a pas vocation à durer au-delà de l'avantage fiscal. On va vendre le patrimoine et rembourser les associés. Donc, la particularité, c'est que même si la location démarre plus tard, la première réduction d'impôt prend effet dès l'année où j'investis dans la SCPI. On est bien d'accord que le loyer qui sera versé par les locataires vient s'additionner à cet avantage fiscal. Oui, là, en fait, il y a la réduction d'impôt dont je vais bénéficier qui va démarrer immédiatement. Et ensuite, pendant les 12 années de location, vous allez bénéficier de revenus fonciers liés au loyer que va percevoir la SCPI. Donc là, pour reprendre un exemple concret, donc toujours Mathieu, 45 ans, célibataire, 65 000 euros de revenus imposables, avec une tranche marginale à 30%. Donc, il investit 10 000 euros dans une SCPI Pinel. Donc là, c'est très simple. Je reprends l'exemple sur la SCPI sur lequel nous avons 21% de réduction d'impôt. Donc, sur 10 000 euros investis, je bénéficie de 2 100 euros de réduction d'impôt, ce qui fait finalement une épargne mobilisée de 7 900 euros. La particularité de cette réduction d'impôt de 2 100 euros, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, elle va être lissée sur la durée. Donc, en fait, Mathieu va bénéficier de 200 euros par an de réduction d'impôt les 9 premières années et ensuite 100 euros par an sur les 3 dernières. La particularité de ce dispositif avec un taux de réduction d'impôt à 21%, c'est que c'est la dernière année pour profiter de ce taux-là. Donc, en fait, vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année pour pouvoir bénéficier de ce taux-là, puisqu'à partir du 1er janvier, on passe sur des taux qui sont inférieurs, qui sont de 15% sur 9 ans ou 17,5% sur 12 ans. Donc, l'avantage de ces produits, on va dire aussi immobiliers, c'est que les loyers
reste indexé sur l'inflation, ce qui permet de faire aussi le lien avec ce que nous disait une cliente qui se pose peut-être des questions sur l'épargne financière. Les loyers ici restent indexés sur peut-être le coût de la construction plus que l'inflation même. Sur le coût de la construction, en effet, sachant que sur les SCPI fiscales, on est sur du résidentiel, donc qui est un secteur qui est plutôt résilient. Néanmoins, un client qui va vraiment rechercher du rendement, on va plutôt lui conseiller d'aller sur des SCPI de rendement, où là, on va pouvoir facilement avoir aujourd'hui des niveaux de rendement beaucoup plus élevés. La SCPI fiscale, on va avoir un niveau de rendement qui va être quand même moindre que ce qu'on peut trouver sur des produits de rendement, mais on va avoir l'avantage de la réduction d'impôt en parallèle. Deuxième dispositif, c'est le dispositif Malraux. Donc là, c'est l'acquisition et les travaux dans des biens d'exception, puisqu'en fait, on est sur ce qu'on appelle des sites patrimoniaux remarquables. Donc là, on va être sur du résidentiel, mais plutôt haut de gamme, puisque les sites patrimoniaux remarquables, c'est des quartiers qui sont classés. Voilà, on va être sur des biens plutôt haut de gamme. Donc là, la durée d'investissement, on est sur une quinzaine d'années. L'objectif de rendement, on va être plutôt sur entre 1,8 et 2%. Là, la réduction d'impôt va être de 18%, mais 18%, ce qu'on appelle en one shot, en une seule fois. C'est-à-dire que, contrairement au Pinel où la réduction d'impôt était lissée sur la durée, là, on va bénéficier de l'intégralité de la réduction d'impôt l'année où j'investis. Donc, en fait, c'est 30% de la réduction d'impôt des travaux réalisés, étant donné que sur cette SCPI, il y a à peu près 60-65% de travaux. On considère que la réduction d'impôt sera aux alentours de 18%. Toujours le même schéma, donc je passe rapidement. Là, toujours cette période, cette première phase où on achète et on en effectue les travaux. Deuxième phase de location qui là va durer entre 9 et 12 ans. C'est à la main de la société de gestion. Il y a 9 ans incompressibles, mais ça peut aller jusqu'à 12 ans. Et ensuite, toujours la phase qui va durer qui peut durer entre 6 mois et 1 an, sur lequel on va revendre les actifs pour dissoudre la SCPI. Donc les grosses différences par rapport au Malraux de Normandie, il y en a une étalée dans le temps, l'autre, on veut profiter d'un gros montant. C'est ça. Tout de suite. Exactement. Là, pour des clients qui ont des revenus stables dans le temps, qui ont une visibilité sur les revenus, le Pinel de Normandie va être adapté puisqu'on a une visibilité sur les revenus. Sur le Malraux, ça va être un petit peu plus efficace puisqu'on va pouvoir, année après année, vraiment piloter le montant par rapport, donc pour des clients qui ont des revenus qui peuvent varier. Profession libérale, chef d'entreprise. Exactement. Ou des gens qui ont des variables, etc. Ça peut être plus adapté. Donc, je reprends mon exemple. Donc, on reprend l'exemple de Mathieu. Même niveau de revenu, même TMI. Donc là, il investit 10 000 euros. Donc là, c'est pareil, c'est très simple. J'ai 18% de réduction d'impôt. Donc, il va bénéficier d'une réduction d'impôt immédiate de 1 800 euros, ce qui finalement correspond à un montant mobilisé en épargne de 8 200 euros. Donc, les 1 800 euros, il va en bénéficier en une seule fois. Et là, de la même manière, locataires et loyers qui peuvent... Exactement, toujours sur les SCPI fiscales, pendant cette durée de location qui va durer entre 9 et 12 ans, on va bénéficier de revenus fonciers qui vont venir compléter les revenus pour le client. Donc là, un dispositif un peu plus atypique, donc qui est l'investissement forestier ou viticole. Donc là, en fait, on va investir dans des forêts ou des vignes, tout simplement. Un peu sur le principe d'une SCPI. En fait, on pourrait comparer ça si on veut présenter... ça à une SCPI de forêt en fait ou de vigne, puisqu'en fait le fonds est constitué de la même manière. Là, l'avantage, c'est que la durée d'investissement est de 7 ans minimum, c'est-à-dire qu'à partir de 7 ans, le client va pouvoir revendre ses parts s'il le souhaite. Il y a un objectif de rendement sur 10 ans qui est de 2,5%, tout frais inclus, frais de souscription, frais de gestion, 2,5% par an. Il faut savoir que là, on est sur un objectif qui n'a pas été revu à la hausse, qui est plutôt prudent. Aujourd'hui, avec l'inflation, les taux annoncés sont plutôt de l'ordre de 4%. Sachant que même sur les forêts, vous avez des fonds forestiers sur les forêts à l'étranger où on peut même aller chercher des niveaux de rendement qui sont même supérieurs. L'avantage de ce dispositif, c'est en fait, il y a 3 avantages fiscaux. Le premier, c'est une réduction d'impôt de 25%. Donc là aussi, c'est en une seule fois, c'est l'année de souscription. Deuxième avantage pour des personnes, on parlait tout à l'heure d'IFI, pour des personnes qui sont soumises à l'IFI. Il faut savoir qu'un investissement dans les vignes et forêts sur ces fonds-là est totalement exonéré d'IFI, donc ça sort de l'assiette fiscale IFI. Et enfin, dernier point, sur les fonds forestiers ou viticoles français, il y a un abattement de 75% pour la transmission, donc si l'investissement est effectué en France. Donc là aussi, il peut y avoir un avantage en termes de préparation à la transmission ou à la succession.
Si vous avez déjà utilisé vos plafonds, notamment sur les assurances vie ou des choses comme ça peut être aussi un bon moyen d'optimiser la transmission. Donc, ouais, ce produit, en fait, il cumule pas mal d'avantages sur des thématiques de défiscalisation qu'on n'a pas prévu d'aborder, IFI et transmission. Et sur la partie transmission, ça fonctionne aussi si les souscriptions sont faites après 70 ans, Carole? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça fonctionne après le 70e anniversaire. Donc, comme l'a dit Pierre, effectivement, ça peut être un bon vecteur aussi ou un bon complément à l'assurance vie ou d'autres stratégies qu'on aurait mis en place par ailleurs d'un point de vue de la dévolution successorale. Et donc, on pourrait avoir une approche globale sur la réduction de la facture au titre de l'IR et sur la facture en fait de succession, de transmission. C'est un produit malgré tout assez multicarte. Donc voilà, ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus, pareil, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Pour reprendre notre exemple, donc avec un client qui investit donc 10 000 euros dans un groupement forestier ou viticole, donc là aussi c'est très simple à calculer. J'ai une réduction d'impôt immédiate de 25%. Donc sur 10 000 euros investis, j'ai une économie fiscale de 2 500 euros immédiate, ce qui fait finalement 7 500 euros d'épargne mobilisée. Et donc là aussi, les 25%, on est sur une réduction d'impôt immédiate en une seule fois, one shot. Donc ça, je rajoute un petit mot à ces économies fiscales. On ne vous l'a pas matérialisé, mais si vous êtes un petit peu fourmi et que vous décidez de ne pas dépenser cette économie fiscale en pouvoir d'achat additionnel et que vous replacez cette économie fiscale l'année suivante, il y a ces économies d'impôts de 2500 peuvent régénérer elles-mêmes des économies d'impôts l'année suivante. Donc le côté vertueux pour les gens qui avaient prévu de payer un impôt et qui tombent sur une bonne nouvelle et qui sont un petit peu fourmis, c'est qu'il y a un effet boule de neige sur cette économie fiscale une fois qu'on rentre un petit peu dans ces stratégies de défiscalisation. Alors, pas mal de questions sur les SCPI fiscales. Alors, est-ce une bonne idée d'investir dans des SCPI en nue propriété pour payer moins d'impôts et quelle SCPI choisir? Alors, la SCPI en nue propriété, en effet, il va y avoir deux avantages. Le premier, au même titre que sur les groupements forestiers, c'est qu'en fait, les SCPI en nue propriété ne rentrent pas dans l'assiette taxable de l'IFI. Donc, pour des clients qui souhaiteraient continuer à investir en immobilier mais qui sont soumis à l'IFI, c'est une bonne manière de pouvoir échapper à l'IFI. Et également pour des clients qui n'ont pas forcément besoin de revenus complémentaires immédiatement, mais qui souhaitent décaler la perception des revenus, la nue propriété peut être également un très bon moyen, notamment pour préparer la retraite. Je suis en activité, je n'ai pas forcément besoin de revenus complémentaires et j'ai peut-être une pression fiscale qui est assez élevée. J'investis en nue propriété, je choisis à l'avance la date à laquelle je vais percevoir mes loyers. Et donc souvent, on a des clients qui font ça pour préparer la retraite parce que quand je serai en retraite, théoriquement, je vais avoir moins de revenus et donc je vais pouvoir percevoir ces revenus à ce moment-là. Donc ça peut être la nue propriété peut être un bon moyen. En revanche, il y a une contrainte sur la nue propriété, c'est que l'argent va être bloqué pendant toute la durée du démembrement. Donc un peu comme sur le PER, ça nécessite d'avoir des liquidités par ailleurs. En revanche, on a eu pas mal de cas d'école de cette année, même si la période est peu propice, de gens qui avaient de l'immobilier en direct, des taux marginaux d'imposition assez élevés. Si on est à 30 et qu'on rajoute les prélèvements sociaux, ça vous fait assez vite, sur 10 euros de loyer touché, quasiment la moitié qui part en impôts. Voilà, on a pas mal de gens l'année dernière qui ont contacté les équipes de Pierre chez Linxa Immobilier, qui ont effectué des cessions de biens immobiliers, parce que quand ils ont fait leurs calculs sur la rentabilité nette avec de l'IFI, ils étaient quasiment à zéro, et ils se sont projetés sur des stratégies de démembrement. Tout à fait. Et sur la SCPI, justement, sur la partie fiscale, je reprends la deuxième partie. Quelle SCPI choisir? Aujourd'hui, vous avez des SCPI qui investissent à l'étranger, qui permettent pour les épargnants d'avoir des revenus qui sont moins fiscalisés que ce qu'on pourrait avoir sur un bien immobilier que je louerais situé en France. Alors, juste pour ajouter un mot sur la nue propriété, les SCPI en nue propriété, sans déflorer les sujets des autres webinaires, mais ça peut être aussi intéressant en termes de transmission et de donation aux enfants, justement, parce qu'ils ne peuvent pas y toucher, ils ne peuvent pas le vendre à très court terme, et donc ça permet de transmettre quand même de l'immobilier sans que ce soit de l'immobilier en direct, sans qu'ils puissent le dépenser pour des activités sur lesquelles, en fait, les parents ne seraient pas d'accord. Ouais, cette durée de démembrement protège le capital jusqu'à une date donnée. Ouais. Qui peut paraître un inconvénient, peut être finalement un avantage. Donc, deuxième question, c'est je projette d'investir dans une SCPI Malraux afin de profiter d'une réduction d'impôt.
Via un crédit IMO, faut-il emprunter et souscrire des parts de SCPI Malraux aussitôt ou attendre vraiment vers la fin de la date de souscription? Et enfin, comment sont imposés fiscalement les revenus post-travaux? Donc sur la SCPI Malraux, donc via un crédit IMO, pourquoi pas, mais comme je l'ai dit, sur les SCPI, notamment sur le Malraux, le rendement sur ce type de SCPI est quand même plus faible que sur des SCPI de rendement. Donc vu les taux aujourd'hui de crédit, faire un crédit immobilier pour acheter des SCPI fiscales, ça ne serait pas forcément le bon conseil. Sauf si on a beaucoup de revenus fonciers, voilà. Peut-être. Sauf si on a beaucoup de revenus fonciers et que les revenus les intérêts de crédit, on va pouvoir les déduire des revenus. Et ensuite, en revanche, attendre la fin de la date de souscription. En fait, sur la SCPI Malraux qu'on propose, en fait, ça fait déjà 2 ans qu'elle a été lancée. Donc, en fait, la date de fin de souscription, c'est le 31 décembre de cette année. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, toute cette phase où on n'a pas de revenus au début, comme on le montrait tout à l'heure sur le schéma, où on va chercher les actifs, acheter les actifs et les rénover. On est déjà sur la fin de cette phase-là. Donc, l'avantage, c'est que les premiers loyers vont arriver assez rapidement. Et enfin, comment sont imposés fiscalement les revenus post-travaux? Tout simplement au titre des revenus fonciers. Donc justement, les revenus fonciers, on va rentrer en détail sur ce type de revenus. Pour agir sur les revenus fonciers, déjà, on va déterminer les revenus fonciers imposables. Donc en fait, les revenus fonciers, c'est quoi? C'est les revenus fonciers bruts, en fait, les loyers encaissés, sur lesquels je vais pouvoir déduire plusieurs choses. En premier, les charges déductibles. Ça peut être par exemple sur un appartement, ça peut être l'assurance propriétaire-bailleur de cet appartement. En deuxième, les travaux réalisés. Ça peut être des gros travaux ou pas, mais tous les travaux réalisés sur ces actifs vont pouvoir être déductibles des loyers. Et enfin, on en parlait juste avant, si j'ai emprunté, si j'ai effectué un crédit pour financer mon acquisition, je vais pouvoir déduire tous les intérêts, assurances et frais liés à ce crédit. Donc, ça va me donner mes revenus fonciers imposables. Donc, ça, c'est dans le cas où on est dans ce qu'on appelle au réel. On a aussi la possibilité d'être au micro-foncier. Donc là, il y a 2 conditions. La première, c'est d'avoir moins de 15 000 euros de revenus fonciers sur l'année. Donc là, dans ce cas-là, on ne peut rien déduire. En revanche, on bénéficie d'un abattement de 30% sur le montant des loyers. C'est-à-dire que là, c'est très simple. J'ai 10 000 euros de loyer, je vais être imposé uniquement sur 7 000 euros de loyer. En revanche, on ne peut pas faire de micro-foncier uniquement sur des revenus de SCPI. C'est-à-dire que pour pouvoir faire du micro-foncier sur des revenus fonciers issus de SCPI, il faut que j'ai en parallèle un bien immobilier sur lequel... Détenu en direct, sur lequel je fais déjà du micro-foncier, puisque qu'on choisisse le réel ou le micro-foncier, ce qu'il faut savoir, c'est que ce régime-là va s'appliquer sur tous les revenus fonciers que je perçois. Donc voilà, on ne peut pas faire du cas par cas en fonction, voilà, si j'ai de la SCPI ou un appartement. Dans tous les cas, l'option que je vais choisir va être la même pour tous les revenus fonciers que je vais... Donc quand on parle de revenus fonciers, Pierre, on est bien d'accord que des appartements qui sont loués sans rien, qui sont vides, qui sont nus. Tout à fait. Pour pas qu'il y ait d'amalgame avec... C'est hors meublé, exactement. Donc là, pour prendre l'exemple sur l'imposition sur les revenus fonciers, l'exemple le plus commun, c'est avec une TMI à 30%. Il faut savoir que sur les revenus fonciers, on va ajouter les prélèvements sociaux qui aujourd'hui sont à 17,2%. Donc là, dans mon exemple, sur une personne qui aurait une TMI à 30%, avec l'application des prélèvements sociaux, on serait sur 47,2% d'imposition sur le revenu foncier net. Ouais, donc là, typiquement, voilà, n'hésitez pas à essayer de calculer. Il y a quelques simulateurs qui le font très bien. La rentabilité réelle de votre bien immobilier sur un marché qui est encore relativement élevé, parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que c'est la rentabilité sur les prix d'acquisition. Si on regarde les loyers perçus bruts et qu'on enlève un petit peu de charge et qu'on enlève la fiscalité, eh bien, il y a beaucoup de gens qui découvrent en fait que la rentabilité de leur immobilier traditionnel est en fait beaucoup, beaucoup plus faible que prévu. Et c'est là que, voilà, en appelant nos équipes, on peut avoir des stratégies d'optimisation parce qu'il y a beaucoup de biens loués nus aujourd'hui qui ont des rendements extrêmement faibles. Donc les revenus fonciers, donc la stratégie qu'on va avoir, en fait, donc les solutions, justement, on va en parler, c'est la solution de créer du déficit foncier. Donc on l'expliquait tout à l'heure, notamment en faisant des travaux. Donc il y a des SCPI de déficit foncier qui existent pour pouvoir justement générer du déficit sur les personnes qui ont du revenu foncier. Et après, il y a d'autres solutions, voilà, mais là, ça nécessite de faire un bilan plus personnalisé, notamment la SCI avec le changement d'option fiscale ou alors des solutions juridiques et fiscales, on parlait de meublé notamment, ou alors en effectuant des donations également.
Donc la solution du déficit foncier, donc là c'est simple, on va réaliser des travaux qui vont venir en déduction des revenus fonciers. Donc là en fait, cette solution-là, elle va s'adresser à des clients qui ont déjà des revenus fonciers et qui souhaitent justement réduire le montant imposable. Qui n'ont pas forcément de travaux à effectuer dans leurs biens, ils vont acheter entre guillemets un stock de travaux au sein de SCPI. Donc là, la durée d'investissement, là aussi, on est entre 15 et 16 ans, avec un objectif de rendement de 2% et une déduction cette fois-ci. Donc là, on est sur une déduction d'impôt, c'est-à-dire ça va venir en déduction des revenus fonciers de 55%. Ouais, donc ça peut être extrêmement puissant pour les gens qui ont des revenus fonciers importants ou pour qui les crédits sont arrivés à terme. Exactement. Donc là, si on prend un exemple concret, donc là, on a une personne qui a 70 000 euros de revenus imposables et dans ces 70 000 euros, 20 000 euros de revenus fonciers avec une tranche marginale à 30%. Donc, on reprend l'exemple de tout à l'heure, 30% sur lequel on va rajouter les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc là, ce client-là investit 10 000 euros dans une SCPI de déficit foncier, ce qui signifie que là, s'il ne fait rien, ce client-là, sur les 20 000 euros de revenus fonciers, il va payer 9 440 euros d'impôt foncier, ce qui lui fait en net, il va lui rester à peu près la moitié, 10 560 euros. Donc, en investissant 10 000 euros dans cette SCPI de déficit foncier, il va générer donc 55% de déficit foncier, donc ça fait 5 500 euros. Donc, en fait, ces 5 500 euros, on va les déduire de ses revenus fonciers, ce qui fait qu'il ne va plus être imposé que sur 14 500 euros de revenus fonciers, ce qui fait un impôt final foncier à 6 844 euros. Donc, ça fait une économie d'impôt de quasiment 2 600 euros. Donc, c'est équivalent à 25% de revenus en plus. 25-26% de réduction d'impôt. Et en fait, cette économie fiscale, plus on va être sur des clients avec des tranches marginales élevées, plus elle sera impactante. Elle va être efficace. Pour un client qui aurait avec cette SCPI-là, un client qui aurait une tranche marginale à 45%, ça lui donne l'équivalent d'une réduction d'impôt de plus de 34%. Ouais, donc c'est quand même extrêmement puissant. Pas mal de questions sur toutes sur tout ce qui concerne l'immobilier. Alors, peut-on détenir un bien en location meublée dans une SCI? Alors oui, simplement, la SCI, ça ne posera pas de problème. Simplement, on sera obligatoirement en fait à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en location meublée, vous êtes en location en fait commerciale. Donc, on passe directement à l'IS. Donc, en fait, vous ne pourrez pas bénéficier de toutes les règles qu'on vient d'énoncer au titre des revenus fonciers. Alors, quel est le risque si globalement j'ai une SCI familiale avec un appartement que je louais nu? En fait, j'ai commencé à louer en Airbnb pour parler simplement. Quels peuvent être les risques? Alors, le Airbnb, c'est un petit peu, on va dire, un dispositif un peu particulier puisque ce sera plutôt du saisonnier. Donc là, on parlait vraiment du meublé en fait long terme. Plus pérenne, oui. Voilà, plus pérenne. Maintenant, effectivement, vous pouvez aussi avoir un bien que vous louerez en fait en Airbnb, mais là, ce sera plutôt du meublé saisonnier, ce qu'on appelle du meublé saisonnier. Qui est autorisé en SCI. J'ai une question qui est: l'avantage en Malraux est-il limité à 10 000 euros de réduction? Non, sur le Malraux, en fait, on va être hors plafonnement des niches fiscales. Donc, ça permet aussi justement, en fait, la plupart des solutions qu'on a vues, en fait, rentrent dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros aujourd'hui. Donc, pour des clients qui auraient déjà utilisé leur plafond de niche fiscale, en effet, l'investissement en Malraux peut permettre d'aller chercher une réduction supplémentaire au même titre que la Sofica qu'on a évoquée précédemment. La deuxième question, donc les prélèvements sociaux sont-ils toujours prélevés sur les revenus fonciers en plus de l'impôt 12,8% et ce, peu importe la tranche d'imposition? Alors là, sur la question, en fait, elle n'est pas tout à fait exacte puisqu'en fait, l'impôt à 12,8%, c'est le prélèvement forfaitaire unique dont on parlait précédemment, plus communément appelé la flat tax. La flat tax, en fait, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui sur les revenus fonciers. Donc, en fait, les prélèvements sociaux, en fait, vont en effet se rajouter en plus de la tranche marginale d'imposition. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'exemple d'un client qui avait une tranche marginale à 30%. Donc, en fait, on prend la tranche d'imposition, 11, 30, 41 ou 45, à laquelle on va rajouter les 17,2% de prélèvements sociaux pour déterminer le taux d'imposition sur les revenus fonciers, sachant qu'aujourd'hui, ça, c'est la règle pour les revenus fonciers français. Alors, si on veut optimiser un petit peu cette fiscalité, il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment sur les SCPI qui investissent à l'étranger, on est
exonérés de prélèvements sociaux. Donc, ça permet d'optimiser la fiscalité sur les revenus qu'on peut percevoir sur des SCPI. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des infos là-dessus. Alors, je vais vous faire une réponse très claire. Ça dépend. Faut-il déclarer ses dividendes à l'IR ou à la flat tax ? Carole n'est pas normande, mais… Exactement, ça dépend. En fait, les deux options peuvent être intéressantes, puisque à l'IR, on va bénéficier donc de la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers et d'un abattement de 40% au titre de l'IR, mais pas des prélèvements sociaux. Et la flat tax, on l'a dit, c'est 30% tout inclus. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la composition de votre foyer, vos revenus, évidemment, et surtout faire une projection sur 2 ans, comme on l'a un peu énoncé tout à l'heure, puisque si vous optez pour l'IR, puisqu'aujourd'hui c'est une option, l'IR, par défaut c'est la flat tax, donc si on opte pour l'IR, pour le barème progressif, l'année suivante on pourra bénéficier de CSG déductibles. Donc il faut regarder si l'année suivante vous avez assez de revenus pour absorber en fait cette CSG déductible. Et là ça peut être intéressant d'opter pour l'IR et non de se ruer donc sur les fameux 30%. Alors, la petite conclusion que je voudrais quand même faire, c'est que baisser ses impôts, c'est évidemment une bonne chose. Ça fait plaisir à tout le monde, mais ça ne doit pas être une finalité absolue, puisqu'on l'a vu derrière, dès qu'on sort des solutions juridiques et fiscales de transmission, donation, on a des produits d'investissement, on a des produits financiers qui ne sont souvent pas garantis en capital, voilà, et que la recherche à tout prix de réduction d'impôts ne doit pas vous inciter à faire un choix d'investissement qui ne correspondrait soit pas à votre profil de risque, soit à votre durée d'investissement, soit vos attentes en termes de rendement. Donc vraiment, c'est un mix entre baisse d'impôts et investissement financier que vous devez effectuer en toute conscience. Donc, si vous avez les moindres doutes, ne faites rien, ou en tout cas, n'hésitez pas à appeler nos équipes pour en discuter avec elles. Très bien. J'ai juste quelques petites questions qui arrivent encore. Pouvez-vous détailler la liquidité des SCPI fiscales comparativement aux SCPI de rendement? En fait, comme on disait précédemment, en fait, la SCPI fiscale, en fait, on ne peut pas la comparer à une SCPI de rendement, puisqu'en fait, sur une SCPI fiscale, le client, ce n'est pas lui qui décide en fait quand il va sortir, c'est la société de gestion, une fois qu'on est arrivé au bout de la période de location, qui va décider du momentum pour revendre les actifs, et donc au fur et à mesure de la vente des immeubles, qui va pouvoir rembourser les associés. Donc en fait, la société de gestion en fait va choisir le moment en fonction si le marché est opportun ou pas. Mais j'allais dire, une SCPI de rendement, c'est le client qui décide quand il souhaite sortir. Là, sur une SCPI fiscale, pendant la durée de vie du produit, il n'y a quasiment pas de liquidité. Et en fait, c'est à la fin de l'opération où le client va récupérer son investissement, mais c'est à la main de la société de gestion, et ça va dépendre en fait de la durée de revente des actifs. On va dire que fourchette basse, c'est 6 mois, et ça peut aller jusqu'à 1 an maximum pour laisser le temps à la SCPI de revendre les actifs. Mais j'allais dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en général, on est sur des durées entre 12 et 15 ans selon les dispositifs, et c'est uniquement à la fin de ce dispositif-là que la SCPI va redevenir liquide. Ouais, sachant que de ce que j'ai compris, l'économie fiscale n'est acquise qu'à compter du moment où on respecte le contrat d'origine. Sur le de Normandie, voilà, on s'engage sur une durée minimum de détention, et on perd tout ça si on décide de sortir. Si jamais on décidait de revendre ses parts avant la fin de la période légale, en fait, on risquerait en effet de s'exposer à un risque de requalification. Super, merci beaucoup à nos intervenants de ce soir, et à tous les participants de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone sur notre site Lynxea ou notre chat, et toutes nos équipes qui répondent aux clients se feront un plaisir de vous aider dans toutes vos questions patrimoniales ou fiscales. Voilà, on a essayé de faire court et concis sur un sujet qui est extrêmement vaste. Voilà, ce qu'on a essayé aussi de vous montrer chez Lynxea, c'est que voilà, au-delà de l'aspect ludique, digital, autonomie que vous pouvez trouver chez nous, et des produits d'épargne dont on essaie d'avoir le niveau de transparence sur les frais qui soit le plus bas possible, on a aussi envie de vous montrer qu'on a des équipes d'experts qui sont là pour vous accompagner sur des sujets parfois beaucoup plus complexes que la simple souscription d'un contrat d'assurance vie. Merci beaucoup. On va se quitter là, et très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.